Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui dans cette vidéo enregistrée le vendredi 28 mai 2021, j'ai envie de vous expliquer la suite de ma réflexion sur l'abandon de CentOS 8 et de la stratégie que j'ai adoptée d'un point de vue professionnel pour choisir le système d'exploitation qui va remplacer CentOS parmi les systèmes que j'administre au travail. Alors, je vous rappelle rapidement, mais fin 2020, Red Hat a abandonné le projet CentOS tel qu'on le connaissait actuellement et a décidé de se focaliser sur CentOS Stream. Le plus problématique dans l'histoire, c'est que CentOS 8, qui devait être supporté jusqu'en 2029, comme Red Hat Enterprise Linux 8, eh bien, a vu son support réduit à fin 2021. Et ça, c'est vraiment pas cool parce que quand on comptait fin de l'été 2020, septembre, octobre, sur un système supporté 10 ans, eh bien, peu de temps après, on nous annonce qu'il n'y a plus qu'un an de support. Donc ça, c'est vraiment pas cool et il faut trouver une alternative à CentOS 8 avant la fin 2021, sinon on n'aura plus de support. Alors pour rappel, voici rapidement le cycle de développement de Red Hat Enterprise Linux. Jusqu'en 2020, on avait Fedora, puis avec la version 8, on a le projet CentOS Stream qui est là, qui vient à stabiliser les nouveautés avant de les introduire dans Red Hat Enterprise Linux. Et après, on avait CentOS normal, pas Stream. Dès 2022, ça va se passer comment? On aura toujours le cycle Fedora, CentOS Stream, Red Hat Enterprise Linux, mais disparition de CentOS, uniquement de la maintenance de sécurité sur CentOS 7. Et à partir de 2025, quand CentOS 7 n'existera plus, les prochaines versions, 8, 9, 10, etc., ça fonctionnera ainsi, Fedora, puis nouveauté dans CentOS Stream, stabilisé et arrive dans Red Hat Enterprise Linux. Et on retrouve donc une CentOS en amont du développement de la Red Hat Enterprise Linux plutôt qu'en aval. Et donc, on peut craindre une moins bonne stabilité de l'ensemble. Alors, j'avais expliqué dans une autre vidéo, dont vous trouverez le lien dans le descriptif, ainsi que dans un article détaillé sur mon site linuxtrix.fr, ma situation. Et je vous avais dit que je prendrais une décision courant été 2021 pour choisir le système à remplacer. Sauf que, et oui, il y a toujours des mais dans le monde professionnel, il y a des petits imprévus et malheureusement, à partir de cet été, on va avoir énormément de travail et donc je vais devoir anticiper la migration des systèmes de type CentOS 8. Donc, j'ai déjà fait mon choix et j'ai envie de vous expliquer un petit peu comment j'ai réfléchi à tout ça, quels ont été mes arguments pour arriver à la distribution qui va remplacer CentOS 8 chez nous. Le cahier des charges est le suivant. Système Linux. Pas de coût de licence pour les serveurs où il n'est pas nécessaire d'avoir de support. Fonctionnel et optimisé en machine virtuelle, puisque tous nos serveurs aujourd'hui fonctionnent sur une infrastructure de type VxRail de chez Dell, donc c'est du VMware dessous. Donc il faut que ça fonctionne en VM et que ce soit optimisé. Que le système contienne des services type serveur SSH, web, FTP, etc., qui bénéficient de correctifs rapidement déployés en cas de vulnérabilité. D'un support long pour économiser du temps administrateur, on évite des mises à niveau trop souvent ou des migrations de système, moins on en fait, mieux c'est. Que le système soit sérieux sur la sécurité, qu'il soit robuste, fiable, facilement administrable par mon équipe, puisque nous sommes 5 dans l'équipe informatique, moi y compris, et de préférence avec une flexibilité sur les versions des logiciels qu'on a dans les dépôts de la distribution. Ça, c'est le cahier des charges que j'ai défini. Maintenant, on a des systèmes candidats pour répondre à ce cahier des charges. Parmi les candidats, j'ai sélectionné Windows Server 2019, Debian 10, Fedora 33. Alors, je vous les ai dit, Fedora 34 est sorti il n'y a pas très longtemps. Au moment où j'ai fait mon étude, la dernière version était la 33. Ubuntu 20.04,
Red Hat Enterprise Linux 8 avec la licence développeur, CentOS 8 Stream, Alma Linux 8, Rocky Linux, point d'interrogation parce qu'au moment où j'ai fait l'étude, Rocky Linux n'était pas encore sorti, même pas en version Release Candidate, Oracle Linux, Gentoo, Calculate Linux et OpenSUSE Leap. Donc voici les systèmes d'exploitation candidats pour répondre au cahier des charges précédemment défini. Donc on a CentOS qui disparaît et voici tous les candidats pour la remplacer. Dans cette liste, j'ai inclus Windows Server car c'est une alternative, c'est un système d'exploitation comme un autre et nous avons une licence globale qui permet d'installer autant de Windows Server en édition Data Center, version 2019, qu'on veut pour le même prix sur nos serveurs VxRail. Hein, on a des licences qui sont collées sur nos 3 serveurs VxRail. Et à partir de là, on a des serveurs Windows Server 2019. Si j'en veux un de plus, j'ai pas à payer la licence du moment qu'il tourne sur un des 3 serveurs sur lequel la licence est appliquée. Donc, si je veux 3 VM Windows Server en plus, ça me coûte 0 €. Cependant, lorsqu'il n'y a pas d'impératif de faire fonctionner un service Windows, je pars sur du Linux pour la fiabilité, la sécurité, l'économie de ressources sur un système à nu puisqu'on consomme moins de mémoire, moins de processeurs avec un système de type Linux que Windows quand il ne se passe rien sur le système. Donc Windows disparaît. Après, il nous reste tout ça côté Linux. Bien que je sois plus à l'aise avec les bases Red Hat et Gentoo, ce critère, il n'est pas éliminatoire, c'est-à-dire que je ne vais pas enlever Ubuntu, Debian, OpenSUSE de tout ce que je vous ai cité, parce que ce sont des systèmes Linux, et surtout, je ne veux pas choisir un système parce que moi je l'apprécie, parce que moi je le préfère, mais bien parce qu'il respecte un cahier des charges. Donc là, on part bien sur quelque chose, sur un choix où je fais totalement abstraction de mes convictions et de mes choix personnels, puisque ici, je représente une entreprise dans laquelle je travaille, et donc j'ai un cahier des charges à respecter. Je ne fais pas comme je veux, comme moi j'ai envie. Donc, ici, on a tous ces systèmes. Debian, Fedora, Ubuntu, Red Hat Enterprise Linux, CentOS, Alma Linux, Rocky Linux, Oracle Linux, Gentoo, Calculate et OpenSUSE. Bon, dans cette liste, je vais éliminer dans un premier temps Fedora. Hop, Fedora disparaît. Pourquoi ? Parce que le cycle de vie est beaucoup trop court pour l'utilisation que j'en ai dans le cadre professionnel. La montée trop rapide en version des composants de base, PHP, Perl, Python par exemple, nécessite une adaptation trop rapide des applications. Et ça, c'est compliqué dans le monde professionnel puisque les applicatifs n'évoluent pas aussi rapidement que les technologies et les systèmes. On a besoin de faire de la qualification, etc. Et donc ça prend du temps. Et donc, si on met à jour notre système, il arrive un moment où l'applicatif ne fonctionne plus parce que, je prends un exemple comme ça, mais dans PHP 8.0, on a des fonctions qui sont dépréciées et notre application utilise ces fonctions dépréciées. Donc on ne peut pas se permettre de casser un applicatif parce qu'on a mis à jour le système. Alors petit aparté, on a toujours des applis qui tournent sur Windows XP, Windows 7, parce qu'elles sont non compatibles avec d'autres systèmes Windows plus récents. Là je prends le cas Windows. Donc on a la même chose avec des systèmes Linux et pour ces systèmes vraiment spécifiques, ils sont isolés du réseau ou isolés dans un VLAN pour que seuls les flux strictement nécessaires soient autorisés et qu'on évite d'avoir des systèmes vulnérables qui puissent être accessibles de partout. Donc là, on a une thématique réseau qui vient renforcer la sécurité pour des systèmes obsolètes. Donc il nous reste ces systèmes d'exploitation ici. Debian possède un support de 5 ans, ce qui, à mon goût, est trop court. Et puis, Debian, il n'y a pas vraiment de flexibilité sur la gestion des versions de logiciels. Je m'explique. Si on prend par exemple Debian 10, PHP est fourni
en version 7.3. L'installation d'une autre version nécessite l'ajout d'un dépôt additionnel, non supporté officiellement, et donc ça, je ne suis pas trop fan. Ubuntu rentre dans les mêmes critères de sélection. Alors, on peut avoir un support jusqu'à 10 ans avec Ubuntu, mais il est soumis à licence, et franchement, c'est vraiment pas donné. Donc Ubuntu, je l'enlève de la liste également. Donc la liste se réduit. Voilà à quoi on en est rendu. Concernant Gentoo, bien que j'apprécie ce système et qu'il soit utilisé sur mon serveur à la maison, c'est non. Hop, Gentoo disparaît, car trop consommateur de ressources sur une virtualisation. Vous vous rappelez, dans mon cahier des charges, j'ai dit que je voulais que ce soit optimisé pour des machines virtuelles. Le cas Calculate Linux, il est intéressant parce qu'on n'a pas cette notion de durée de cycle de vie. On est sur une rolling release. Cependant, le système, il est quand même peu connu et un petit peu complexe à administrer. On est toujours sur une base Gentoo. C'est pas enseigné. Donc, c'est non également pour Calculate Linux, notamment vis-à-vis de mon équipe qui n'est pas experte dans les systèmes Linux. Donc, si je leur montre des choses un peu exotiques, ça va commencer à être compliqué. Deuxième problème, c'est le même que Fedora, la montée en version des composants de base peuvent poser problème. Dans le monde Gentoo, vous savez, vite sont supprimés les paquets qui ne sont plus supportés. Qt4 a été dégagé assez vite, Python 2, les paquets, ça entaille sévère. Donc là, chez Gentoo, ils sont très sérieux sur la sécurité, donc ça c'est bien. Mais si on casse la moitié des applications parce qu'on enlève des applications et des composants obsolètes, c'est non, parce qu'on va casser les applications. Donc ça, ok. On est plus clair, donc vous voyez, il y a beaucoup de distributions du monde Red Hat, et il nous reste OpenSUSE ici, qui est là. Alors OpenSUSE, c'est très intéressant parce que derrière, on a SUSE, SUSE Enterprise Linux, mais c'est la version communautaire. Donc là, le coût de licence est nul. On a une stabilité derrière. Le cycle de vie est relativement court quand même. Même si la mise à niveau, par exemple de la version 15.1 à 15.2 est possible, elle n'est pas aussi transparente que dans le monde Red Hat. Tous les paquets sont réinstallés. Ça semble plutôt stable, mais j'ai un doute. Yast, c'est vraiment un couteau suisse pour paramétrer le système, donc ça c'est vraiment un point positif pour OpenSUSE et le monde SUSE. Mais je suis toujours hésitant quand même quand on doit faire une mise à niveau et que ça réinstalle beaucoup de choses. Même si c'est sur une évolution mineure, 15.1, 15.2, voilà, il y a certains composants qui évoluent, on ne sait pas trop comment, ça peut se comporter à l'avance. Par exemple, ils ont introduit une nouvelle version du noyau entre 15.1 et 15.2. Comment ça se passe? Comment on peut avoir des régressions? Et puis, ce qui me fait écarter OpenSUSE, qu'on va faire disparaître de l'écran tout de suite, c'est que l'emplacement de certains fichiers de configuration, c'est pas là où on les trouve habituellement chez d'autres distributions. Il y a des choses qui ne sont pas standards et ça, j'aime pas trop parce que si jamais on manque un tout petit peu de documentation sur un élément, on va pas pouvoir utiliser une autre documentation parce que les fichiers de configuration ne sont pas au même endroit. Donc c'est ça qui me fait écarter un petit peu la partie OpenSUSE. Donc, plus on avance dans la réflexion, plus on se rend compte qu'il ne reste que des distributions basées sur Red Hat Enterprise Linux et Red Hat Enterprise Linux elle-même. Alors comment choisir finalement dans ce monde où tout se ressemble? La version gratuite de Red Hat Enterprise Linux ne permet que 16 licences. C'est suffisant pour mon utilisation, ça a été annoncé au mois de février 2021. On va avoir moins de 16 systèmes. Cependant, renouveler cette licence tous les ans, ça va être pénible. Le portail Red Hat, on ne va pas se le cacher, il est quand même largement séduisant. On a la possibilité de l'utiliser avec la version développeur, ça c'est cool. Mais c'est une licence développeur. Donc, cette licence, elle permet d'utiliser uniquement une Red Hat Enterprise Linux à des fins de développement. On est sur de la production. Donc, qu'est-ce qu'ils appellent du développement? C'est un peu flou. On va avoir uniquement du support communautaire, l'accès à la documentation, c'est tout. Et cette licence,
elle est utilisable que sur la durée de vie dite full support de Red Hat Enterprise Linux, donc les 5 premières années uniquement. Donc on revient à la case Debian. On a un support de 5 ans. Donc c'est non. J'abandonne la Red Hat Enterprise Linux. CentOS Stream, elle, d'un point de vue développement, elle est en amont du projet Red Hat Enterprise Linux. Donc je la considère un peu comme une sorte de bêta de la Red Hat Enterprise Linux et un peu moins stable. Donc c'est moitié non. Mais surtout, on a une durée de vie du produit CentOS Stream qui est d'environ 5 ans, pareil. C'est cette durée de full support de la Red Hat Enterprise Linux. Le projet est encore vraiment flou aujourd'hui. On ne sait pas si on passera de CentOS Stream 8 à 9 par une simple mise à jour, style DNF Upgrade. L'incertitude me plaît pas trop, donc CentOS Stream disparaît. Il nous reste donc Alma Linux, Rocky Linux et Oracle Linux. Sur ces 3 dernières, on a beaucoup de points communs. Elles sont toutes basées sur Red Hat Enterprise Linux. Elles ont donc tous les avantages de cette dernière. Rocky Linux n'est pas encore sorti au moment où j'ai enregistré cette vidéo, je crois, et surtout, elle n'était pas sortie au moment où j'ai fait l'étude. Donc, forcément, je ne peux pas la choisir. Et même si elle était sortie début avril, je ne l'aurais pas choisie parce que, même si le projet semble bon, il est encore trop jeune. Il est un peu difficile d'utiliser un tel projet en production sans un recul minimum sur comment ça va fonctionner chez eux. Même si l'équipe était déjà impliquée dans CentOS, je reste quand même assez prudent. Et donc, il nous reste Oracle Linux et Alma Linux. Toutes les deux sont sorties au moment où j'ai effectué ma réflexion. Et mon choix s'est porté sur Alma Linux. J'ai éliminé Oracle Linux, mais j'ai longuement hésité entre les deux, pour ne pas vous le cacher, puisque ces deux distributions remplissent tous les critères. Ouais, les deux distributions remplissaient tous les critères. Et d'ailleurs, dans la précédente vidéo où j'ai parlé de mes choix, je vous avais indiqué que la supervision Zabbix était sur Oracle Linux. J'avais besoin de réinstaller en urgence un système pour Zabbix récent et j'étais parti sur Oracle Linux. Bon. Oracle, ça existe depuis très longtemps. J'ai fait abstraction de la société qui est derrière, parce que le produit, il existe quand même depuis 2007. La première version d'Oracle Linux était basée sur Red Hat Enterprise Linux 4. Elle dispose, cet Oracle Linux, d'un kernel dit UEK, Unbreakable Enterprise Kernel, je crois. Et donc, il est plus récent que celui de Red Hat Enterprise Linux. On est sur un noyau 5.4 contre 4.18 chez Red Hat. Elle m'a honnêtement donné pleine satisfaction sur le serveur Zabbix que j'ai installé et que j'ai utilisé pendant quelques mois. D'autant plus qu'il y avait une bonne charge sur le système, que Zabbix, j'ai besoin de fiabilité, hein, c'est un outil de supervision, donc il faut que ce soit fiable. Et finalement, le système répondait bien à tout mon cahier. Mais en étudiant un petit peu Oracle Linux, j'ai vu que ça disposait de son propre dépôt Enterprise Linux. Ça m'a causé des petits dysfonctionnements et ça rendait pas le système 100% compatible à la CentOS, vous savez, comme on avait l'habitude de travailler. Alors, même si Alma Linux existe que depuis 2021, hein, donc Alma Linux, le grand vainqueur de mon choix, derrière se cache quand même l'équipe de Cloud Linux. Et Cloud Linux, c'est un système d'exploitation qui est une distribution existante depuis 2010, basée sur CentOS. Elle est utilisée dans le monde professionnel et de l'hébergement. Donc l'équipe qui se cache derrière, elle a totalement connaissance du monde professionnel, de la haute disponibilité pour l'hébergement. Et donc, ça rassure aussi, même si le projet est jeune. Et puis, Alma Linux, de fait, coche toutes les cases de mon cahier des charges. Alors, Alma Linux, c'est comme CentOS. On a la possibilité d'installer le dépôt EPEL, comme sur CentOS via un DNF install EPEL release, donc ça c'est génial. La première version est sortie le 30 mars, donc c'est assez jeune, mais j'ai testé le système dès sa publication
en bêta, j'ai fait des tests de migration. On a une société qui a de la bouteille derrière dans le monde des Red Hat Enterprise Linux-like. Et donc, ça rassure. Hein. Donc ça, c'est cool. Et puis, ici, on est réactif chez Alma Linux, puisque au moment où j'enregistre cette vidéo, le 28 mai 2021, pour rappel, Red Hat Enterprise Linux 8.4 est sorti le 19 mai 2021 et Alma Linux 8.4 a été annoncé le 26 mai 2021. Donc il s'est passé 7 jours, une semaine. L'équipe qui se cache derrière est très réactive et on a eu la même journée la sortie de Alma 8.4 et Oracle Linux 8.4. Donc les deux équipes qui sont derrière sont très réactives. Ça donne vraiment une bonne confiance sur le sérieux de l'équipe qui se cache derrière, une grande réactivité et ça, c'est très appréciable. Alors par contre, il me reste quand même une interrogation sur le dépôt EPEL, Extra Packages for Enterprise Linux. Quelle sera sa durée de vie? Est-ce que ça va être 5 ans, vu que c'est maintenu par le projet Fedora et donc étroitement lié à Fedora CentOS ici? Donc est-ce que la durée de vie sera de 5 ans ou de 10 ans? Franchement, je ne sais pas. Dans tous les cas, tout ce que j'installe à titre personnel depuis ce dépôt EPEL sont jamais des éléments critiques. Ça va être des outils tels que Nmon, Screen, Hashtop. Ils ne sont pas sujets à de graves dysfonctionnements ou de vulnérabilités. Ce ne sont pas des composants critiques comme un kernel, comme OpenSSL ou comme un serveur web. Donc, finalement, même s'il y a des mises à jour que pendant 5 ans, ce n'est pas très grave. Ce sont juste des outils de confort que je vais installer et non pas des outils de production. Donc ça, voilà. Alors, forcément, maintenant que le système est choisi, où est-ce que j'en suis? D'un point de vue professionnel. Processus de migration. Il s'avère que tout s'est bien passé dans mes tests. J'ai fait plusieurs scénarios. J'ai utilisé des CentOS 8 avec divers éléments installés dessus, tels que des serveurs web, Apache, PHP, bases de données, serveurs de fichiers, Samba, serveurs applicatifs, Zabbix, GLPI, OCS, enfin tout ce qu'on utilise. Ce sont des copies de machines de production. J'ai fait un clone des VM, c'est l'avantage des VM. Et dans un environnement isolé, j'ai fait mes tests pour regarder comment ça se passait. J'ai rencontré 2 anomalies sur le processus de migration durant mes tests et que j'ai remonté à l'équipe d'Alma Linux pour corriger le script de migration. Ici, je parle bien de migration d'un système CentOS vers Alma Linux. Donc pas d'une réinstallation, migration du système. Alors, bien sûr, quand j'ai eu l'occasion de réinstaller proprement mes systèmes, je l'ai fait évidemment. Et dans la boîte où je suis le DSI, je m'occupe de l'admin des serveurs Linux. Et au moment où je vous fais cette vidéo, voici où on en est. 6 distributions Alma Linux 8 en production. Il me reste encore 3 CentOS, 2 en version 7, 1 en version 8. Red Hat Enterprise Linux, j'en ai 2 qui sont en version 5 quelque chose, donc des systèmes qui ne sont plus supportés. Ce système, comme mes Windows 2008 R2, sont sur un VLAN isolé. Et petite anecdote, aujourd'hui, j'ai mis carrément hors réseau les 2 serveurs Red Hat Enterprise Linux qui tournent, de manière à ce qu'ils ne soient plus du tout accessibles par le réseau. Cependant, si on a besoin de consulter pour archivage, les systèmes sont opérationnels. Je peux les reconnecter temporairement au réseau, le temps de regarder ce qui m'intéresse. Mais aujourd'hui, ils sont isolés du réseau. Je l'ai fait aujourd'hui. Oracle Linux 8, je n'en ai plus. La supervision Zabbix est arrivée sur Alma Linux. Les Debian, j'en ai toujours 3 et une Debian 7. Donc celles-là, elles étaient utilisées dans un cas précis, elles ne vont pas changer. J'ai toujours mes 2 Fedora serveurs. Vous savez, l'application métier dont je vous avais parlé, qui est fournie par des prestataires. Et donc, bon, c'est Fedora Server qui est utilisé. Je n'ai pas de raison de changer le système. C'est celui-là qui est utilisé par le prestataire, tout comme la seule Ubuntu qui sert pour piloter un automate dont j'ai parlé dans le précédent C'est quoi qui dit, où je vous expliquais un peu Linux dans la société où je travaillais. Donc, voilà où est-ce qu'on en est. Sur les CentOS qui restent,
les deux CentOS 7, de toute façon j'ai le temps, hein, on est jusqu'en 2024 en sécurité avec CentOS 7. J'ai un serveur Samba qui est quand même relativement chaud à migrer. Là je dois procéder à une réinstallation, donc ça va être très compliqué. Donc je vais faire autrement avant 2024, mais ce serveur de fichiers basculera sur Windows Server 2019. Et puis la deuxième CentOS 7, c'est un serveur LAMP, hein, un Apache, MySQL, PHP, qui fait tourner des applications qui ne sont pas compatibles avec PHP 7. Donc je profite dans CentOS 7 d'avoir un PHP 5.4. Je ne peux pas passer en version 8 de CentOS ou d'Alma Linux, puisque l'application en question ne fonctionne pas avec les versions 7 de PHP. Et la CentOS 8 qui reste, c'est un serveur DHCP DNS qui concerne toutes les machines qui ne sont pas encore connectées à l'Active Directory, donc c'est trop sensible pour le migrer maintenant. Et je me prendrai le temps pour changer tout ça ultérieurement, mais ça c'est pas très urgent. Le DHCP sera bientôt utilisé sur les Windows Server 2019. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie pro. Pour la migration perso, linuxtrix.fr qui tournait sur CentOS 8 est arrivé sur Alma Linux 8 le 28 avril 2021. Donc ça fait environ un mois que linuxtrix.fr tourne sur Alma Linux 8 hébergé chez Yonos et ça fonctionne très bien. Et à la maison, je reste sur Gentoo puisque c'est le serveur qui me sert pour diffuser en FM une liste de lecture dans toute la maison. Vous savez, mes playlists dont j'ai parlé dans une vidéo. J'ai tout un tas de trucs, mon Nextcloud, tout un tas de services. Ça fonctionne sur Gentoo. J'ai pas de raison de changer ça là-dessus. Voilà. Donc, pour ceux que ça intéresse et qui veulent s'intéresser à Alma Linux, les ressources, c'est almalinux.org pour le site officiel. distrowatch.com, on a Alma Linux qui est présent, je vous mettrai les liens dans le descriptif. On a le GitHub d'Alma Linux avec tous les scripts de migration et toutes les informations qui vont bien. Et le script Alma Linux Deploy dans le dépôt Alma Linux Deploy sur le GitHub d'Alma Linux. Et pour les ISO, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a la version boot ISO, qui est une installation par le réseau. On a le DVD qui fait 9 Go, c'est le DVD complet, comme on avait sur CentOS et comme on a sur Red Hat Enterprise Linux. Et on a un minimal ISO pour une installation minimale d'Alma Linux. Voilà donc pour cette petite vidéo qui vous explique mon cahier des charges, comment j'ai mené la réflexion pour arriver au système d'exploitation Alma Linux, le remplaçant de mes systèmes CentOS 8 au travail. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur cette réflexion vous aura plu. Si vous êtes un professionnel de l'informatique et que vous utilisez CentOS 8 ou que vous êtes un utilisateur de CentOS 8 parce que vous avez un VPS ou ce type de serveur, n'hésitez pas à me faire partager votre réflexion et me dire vers quel système d'exploitation vous êtes tourné pour remplacer CentOS 8. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!